Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Donc, merci d'être revenu. Cette année, je vais donc reprendre là où je m'étais arrêté l'année dernière. J'avais été un tout petit peu ambitieux sur le cours de l'année dernière. Et en fait, j'avais fait à peu près la moitié, ce qui est quand même tout avantage pour moi, puisque... C'est pas vrai d'ailleurs, parce que en fait, j'ai dû tout reprendre, j'avais tout oublié. Mais avant de continuer le cours de l'année que j'avais commencé l'année dernière, je vais quand même vous faire un petit résumé parce que je crois d'abord il y a toujours des gens un petit peu nouveaux. Et ensuite, même pour ceux qui ne sont pas nouveaux, je crois qu'il est pas mal de revenir un peu en arrière pour faire une sorte de synthèse de ce dont on a besoin pour suivre le mouvement des choses. Donc l'année dernière, on avait parlé de l'évolution de la régénération. Et je ne m'étais pas concentré du tout sur le système nerveux. En fait, c'était une évolution de la régénération en général, tout organe et tout organisme évidemment confondu. Et j'avais essayé d'illustrer une thèse selon laquelle les organismes vivants sont le site d'un renouvellement continu, à tous les niveaux d'ailleurs, puisque j'avais pris l'exemple de l'ADN qui se répare, comme vous le savez, en permanence, des membranes qui elles aussi se réparent en permanence, et des cellules. Et puis, j'avais insisté énormément sur le fait que les animaux ne sont pas égaux en matière de renouvellement cellulaire et qu'il y a donc une évolution de la régénération. Je vous rappelle, pour donner un chiffre qui peut vous intéresser, que vous regagnez et perdez, heureusement pour vous, moi aussi d'ailleurs, chaque année votre propre poids en cellules. Donc, pour certains d'entre nous, ça fait quand même un paquet. Donc, je n'y reviens pas. Et je vais maintenant passer cette année à la plasticité et à la régénération du système nerveux, c'est-à-dire que essentiellement le système nerveux. Et avant, je vais donc, comme je vous l'ai dit, rappeler quelques données qui me paraissent assez importantes pour suivre le cours. Donc, les cellules souches, puisqu'il va s'agir énormément de cellules. Je m'étais promis que je ne parlerai jamais des cellules souches. Et puis voilà. Donc, comme quoi, se définissent par leur capacité, quand elles se divisent, à donner une autre cellule souche, ou deux cellules souches, ou une autre cellule souche et une cellule qui est plus restreinte dans ses possibilités de différenciation, c'est-à-dire qui est déjà commise dans une voie de différenciation. Ce sont des divisions qui sont extrêmement lentes, en général. C'est-à-dire qu'une cellule souche, ce n'est pas quelque chose qui se divise à toute vitesse. C'est extrêmement lent. Et c'est pour ça qu'il y a assez fréquemment un compartiment d'amplification de la cellule souche avant qu'on passe à la différenciation qui va suivre quand, évidemment, la cellule souche décide, entre guillemets, de faire une deuxième cellule ou un nombre de cellules important qui vont s'engager dans la formation d'une autre cellule, par exemple un neurone. Donc le maintien du caractère souche, parce qu'évidemment, il ne faut pas perdre ces cellules souches quand elles se divisent. Donc le maintien du caractère souche dépend de l'environnement cellulaire et tissulaire dans lequel ces cellules sont composées. Par exemple, dans l'os, vous avez des cellules souches hématopoïétiques. Dans le cerveau, vous avez des cellules souches nerveuses. Vous avez donc ce qu'on appelle des niches, et c'est au sein de ces niches que le caractère souche est entretenu. Alors ce caractère souche, ça veut dire qu'il y a dedans de la matrice extracellulaire, qu'il y a des facteurs de croissance, qu'il y a tous les éléments qui fournissent les instructions de reproduction souche donne souche. Quand on sort de la niche, évidemment, on peut donner autre chose, c'est-à-dire, comme je vous le disais, donner une souche plus une différenciation. Mais il faut également garder un élément souche. L'autre chose, c'est ce qui se passe... alors ça se fait à l'infini, c'est-à-dire que les cellules souches peuvent proliférer toujours, enfin jusqu'à la mort de l'individu. Évidemment, là, sur là, ça s'arrête. Sur le plan intracellulaire, il y a un maintien, évidemment, du caractère souche, c'est-à-dire d'un état épigénétique
qui est un état important. Et je reviendrai beaucoup cette année sur les caractères épigénétiques. Et puis, il y a aussi l'expression de protéines qu'on pourrait appeler des protéines anti-âge, d'une certaine façon, en particulier des enzymes qui s'appellent les télomérases et qui réparent les télomères, c'est-à-dire empêchent le raccourcissement d'une région très précise du chromosome, raccourcissement qui mesure le nombre de divisions passées et le nombre de divisions qu'on peut faire encore. C'est-à-dire que quand les télomères se raccourcissent, ces peaux de chagrin, eh bien, on sait ce qui reste. Chez les cellules souches, ça se raccourcit puis ça se rallonge. Donc, on reste à l'état nul jusqu'à, je vous disais, évidemment, la mort de l'individu. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être pas très bien, mais ce n'est pas très grave. Donc, il existe différents types de cellules souches. C'est-à-dire que les cellules souches, il y en a à tous les niveaux. Vous avez des cellules souches qui sont totalement totipotentes, hein, c'est-à-dire qui peuvent reformer tout l'organisme. L'œuf, par exemple, on peut dire que c'est une cellule qui est totipotente, elle peut redonner tout l'organisme, d'ailleurs c'est son métier de donner tout l'organisme. Ça ne veut pas dire que ce soit une cellule qui soit totalement indifférenciée. L'œuf est différencié, même s'il donne tout un organisme. Et puis, vous avez des cellules qui sont pluripotentes et qui peuvent donner tous les lignages du corps cellulaire, hématopoïétique, neural. Et ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires sont des cellules qui peuvent donner tous les lignages. C'est quoi les cellules souches embryonnaires? Quand après la fécondation, vous avez la formation d'une blastula et puis la formation de l'embryon, au moment un petit peu avant son implantation, vous avez ici ce qu'on appelle la cellule, l'inner cell mass, c'est-à-dire la masse cellulaire interne. Et ces cellules, si on les met en culture, vont donner pour toujours des cellules souches embryonnaires qu'on pourra utiliser d'ailleurs. C'est ces cellules-là qu'on utilise, qu'on peut les transformer, modifier leur génome, les réagréger avec d'autres cellules, les réimplanter dans une souris et ainsi faire ce qu'on appelle des souris transgéniques. Si le caractère modifié passe dans la lignée germinale, alors on pourra avoir une souris dont toutes les cellules expriment le caractère modifié. C'est la base des techniques qu'on appelle les techniques de transgénèse, pour ceux d'entre vous qui lisent ça le plus souvent énormément dans le journal. Vous avez des cellules multipotentes qui, elles, vont donner plusieurs lignages, mais dans une seule direction donnée. Par exemple, toutes les cellules hématopoïétiques vont donner... Il y a les cellules rouges, il y a les lymphocytes, il y a toutes sortes de types de cellules, il y a des macrophages. Mais ça sera plusieurs lignages dans un seul tissu. On les appelle multipotentes. Et puis vous avez des cellules beaucoup plus restreintes, mais qui sont aussi des cellules souches à leur façon, qui sont des cellules souches qu'on dit oligopotentes, et qui vont donner un ou plus de lignages, mais dans un tissu, mais pas tous les lignages du tissu. Par exemple, les cellules souches neurales peuvent donner, par exemple, les cellules, quelques neurones de types différents, et éventuellement un oligodendrocyte, une cellule gliale ou un astrocyte. Et puis vous avez des cellules qui sont tout à fait souches, mais tout à fait aussi unipotentes, qui ne font qu'un seul truc. Et c'est le cas, par exemple, des cellules souches des spermatogonies qui vont donner que des spermatozoïdes et rien d'autre. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas très diversifié. Voilà. Donc tout ça, c'est des cellules souches. Et chaque fois que je vous parlerai de cellules souches, il faudra savoir à quoi on a affaire. Donc, je vous ai parlé des cellules souches neurales, je vais venir assez rapidement. Voilà ici un exemple dans le cerveau, et j'y reviendrai longuement plus tard, parce que c'était un débat extraordinaire. Longtemps, les gens ont pensé que le cerveau ne se reproduisait pas. Alors, vous avez deux régions dans le cerveau où on est sûr qu'il y a des cellules souches. Une, c'est dans la zone subventriculaire, qui est ici, à l'avant du ventricule, et qui reforme des neurones qui vont donner les neurones GABAergiques et quelques neurones dopaminergiques du bulbe olfactif. Et là, c'est un cas typique, si vous voulez, d'un comportement d'amplification. La cellule souche, elle est là, c'est la type B. Et ça, c'est un compartiment d'amplification. Les cellules C prolifèrent à grande vitesse, mais elles sont toujours souches. Et puis, elles vont donner, après, des neurones. Voilà, ici, ça, c'est des neuroblastes de type A, qui vont ensuite aller migrer pour aller repeupler le bulbe olfactif. Vous changez environ, les interneurones GABAergiques du bulbe olfactif changent à peu près tous les 2 mois. La moitié d'entre eux changent. Vous avez une autre région, on a des cellules souches dans le système nerveux, c'est au niveau de ce qu'on appelle le gyrus dentelé, j'y viendrai la semaine prochaine, de l'hippocampe. Vous avez ici une cellule souche, qui est en fait un astrocyte, et ça c'est encore une surprise sur laquelle je reviendrai, qui va donner une cellule souche de type 2 qui là est un compartiment d'amplification, et elle va donner des neuroblastes, et ça va donner qu'un seul type cellulaire. Si on peut intervenir là-dessus, mais naturellement elle ne donne qu'un seul type cellulaire, qu'on appelle les cellules des grains, donc, et qui sont aussi des neurones GABAergiques. Donc là, c'est
l'exemple classique de cellules souches oligopotentes, c'est-à-dire qui ne vont pas donner un très grand nombre de cellules, mais c'est celles qui vont nous intéresser le plus cette année, puisque je vais m'intéresser essentiellement au système nerveux. Voilà. Donc, celles-là même, en fait, sont unipotentes. Ces cellules-là ne donnent normalement que des cellules des grains. Donc, ces définitions, comme toutes les définitions, demandent des correctifs, surtout depuis que nous savons, et que vous savez depuis l'année dernière, mais j'y reviendrai cette année, en tout cas dans ce premier cours, que l'on peut reprogrammer certains types cellulaires, peut-être même n'importe quel type cellulaire, pour lui donner un statut de totipotence. C'est la problématique que vous avez peut-être lue dans la presse, des cellules souches totipotentes induites, IPS, pour Induced Totipotent Stem Cells. Et je vais, dans un instant, vous faire les révisions du cours 2009 sur ce thème. En fait, il y a des cases, hein, on ne peut pas s'empêcher de faire des cases, hein, voilà, il y a des catégories, mais il se trouve que la vie, par nature, ne se laisse pas faire et déborde toujours des cases. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des cases que tout ce qu'on trouve doit rentrer dans la case. En fait, ça devient intéressant quand ça ne rentre plus dans la case. Sinon, ce n'est pas la peine de continuer. Donc, il y a des gens qui ignorent ce qui déborde. Je pense qu'il est plus intéressant de s'intéresser à ce qui déborde, parce que c'est là qu'on trouve les choses nouvelles. Bon, c'est un incident, un truc comme ça. Donc, pour placer les différents niveaux de potentialité, je vais donc revenir au fameux schéma qui est le schéma de Waddington, dont vous avez entendu parler plusieurs fois l'année dernière. Voici ici Waddington. Je vais vous parler un petit peu d'épigénétisme. Alors, à l'inverse de ce que pensait August Weismann, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, c'est un homme du 19e siècle, 1834-1914, enfin il a un peu débordé sur le 20e. Et pour lui, la différenciation s'accompagne d'une perte irréversible de l'information génétique. C'est-à-dire que l'œuf a toute l'information, et dès que vous formez une cellule différenciée, elle perd une partie de l'information. Alors ça, c'est incompatible avec l'idée des cellules souches totipotentes, c'est-à-dire que si j'ai une cellule qui n'a pas toute l'information génétique, je ne peux pas la lui rendre. Donc ça, c'est l'idée de Weismann, c'est une idée extrêmement intéressante, c'est celle-là. Donc la cellule est totipotente, et si je donne deux types cellulaires, je perds une partie de mon information. Donc ces cellules-là n'ont plus le génome intact. Donc ça, c'était une idée, ce n'est pas la bonne idée, mais c'est à partir de cette idée qu'ont été faites des expériences pour voir, pour démontrer, pour analyser, savoir si ces cellules étaient des cellules totipotentes ou pas, c'est-à-dire qu'elles ont toute l'information génétique. La meilleure façon de savoir si une cellule a toute l'information génétique, c'est de prendre le noyau, de la remettre dans un œuf et de voir si je peux refaire un embryon. Donc, énormément d'expériences dans ce sens ont été faites. Et en fait, les plus anciennes sont des expériences qui ont été faites par ces deux chercheurs, Briggs et King, qui ont effectivement démontré qu'on peut prendre une cellule différenciée, en fait, la sortir de la cellule et la réimplanter dans un œuf qui lui-même avait été énucléé, qui avait perdu son œuf. Et de voir maintenant si cet œuf, ce noyau ici, peut être retransformé en œuf, c'est-à-dire reprogrammé pour redonner un embryon ou une partie d'embryon, c'est-à-dire regagner celui de la totipotence. Alors s'il peut le faire, ça veut dire qu'il avait toute l'information, que la théorie de Weismann est fausse. Et en fait, les manips les plus convaincantes ont été faites par quelqu'un qui s'appelle John Gurdon, à partir chez le crapaud. Et John Gurdon, qui a d'ailleurs eu le prix Lasker l'année dernière, est la personne qui a démontré, probablement le premier ou un des premiers, que effectivement les cellules somatiques, c'est-à-dire pas les cellules de la lignée germinale, que les cellules somatiques avaient gardé ou gardent l'essentiel de l'information. Alors, ça, c'est une théorie qui avait été avancée avant, évidemment, Kings et Bridge et par quelqu'un qui s'appelle Hugo de Vries, que vous voyez ici, qui était un contemporain de Weismann, bien qu'il soit mort plus tard, 1848-1935. Et vous savez que Hugo de Vries est le redécouvreur des lois de Mendel, qui avait été oublié, qui a redécouvert la loi de Mendel au tout début du XXe siècle avec Karl Correns et Erich von Schermach, et qui est l'inventeur d'ailleurs du terme de mutation. Alors pour Hugo de Vries, c'est le cytoplasme qui modifie l'expression génétique
mais la potentialité génétique reste entière, et pas seulement dans la lignée germinale, comme le proposait Weissman. C'est très étonnant d'ailleurs quand on relit les détails de la théorie de Vries, qui est une théorie de pantogénèse intracellulaire, qu'il propose en 1889, c'est-à-dire 2 ans après que Weissman ait proposé la séparation entre lignée somatique et lignée germinale. C'est extraordinairement contemporain. Pour De Vries, toutes les prédispositions héréditaires de l'organisme sont représentées dans le noyau des cellules, ce qui recouvre l'idée de totipotence potentielle. Il ajoute que les particules matérielles qui portent les caractères héréditaires doivent être transportées du noyau vers les autres organes du protoplasme, c'est-à-dire sortir du noyau, où elles deviennent actives. Et le corollaire de ce mécanisme qui annonce évidemment le concept d'ARN messager, voire de traduction, et que si dans le noyau tous les caractères sont représentés, un nombre limité d'entre eux seulement se retrouve dans le cytoplasme. C'est extraordinairement contemporain, c'est très étonnant de lire ce travail. J'ai retrouvé ça dans un livre qui s'appelle A Century of DNA. Et de nouveau, ça nous rappelle qu'il faut quand même ne pas oublier les grands savants du 19e, Bernard, Darwin, Weissman, Haeckel, His, von Helmont, Geoffroy Saint-Hilaire, Cuvier, Mendel et quelques autres, Michel, Charcot, Dubois-Raymond, Morgan, qui ont vraiment fondé les bases de la biologie moderne, je crois que, et même plus que moderne, contemporaine, bien avant que Schrödinger vienne nous expliquer What is life, bien avant. Donc, je crois qu'on a là affaire à des intellectuels authentiques qui faisaient confiance à leur cerveau, ce qui est assez important, et pour qui la science était encore une sorte de conversation qu'ils poursuivaient à travers les générations avec ceux qui les avaient précédés, et espérant peut-être que les suivants continueraient à discuter avec eux. Alors, une conversation parfois musclée, bien entendu, qui ne s'imitait pas à une observation, même si observation il y avait. Et je crois que c'est une leçon à prendre, c'est-à-dire que ces intellectuels ont jeté une base de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une théorie des vivants, bien avant que des théoriciens venus d'autres disciplines pensent pouvoir l'imposer de l'extérieur. Donc, évidemment, quand on regarde un petit peu ces histoires de lignée de totipotence, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il faut accepter des exceptions à cette idée de totipotence. Par exemple, simplement les lignées de lymphocytes. Une cellule qui fait des anticorps est recombinée au niveau des gènes qui codent pour les immunoglobulines et n'est plus totipotente à ce niveau-là. Évidemment, elle a été définitivement modifiée. On peut aller encore plus loin, puisque, comme vous le savez, l'ADN est le cible de mutations permanentes. Il se casse, il se répare, il se modifie. Vous voyez ici un exemple, par exemple, que je vous ai donné l'année dernière. C'est le cas le plus simple de modification, mais vous avez des brisures en permanence, et puis vous avez des réparations. Et chaque fois qu'il y a des réparations, eh bien, il y a des erreurs. Vous voyez ici, par exemple, une cellule de cerveau de quelques mois chez une souris, de quelques semaines, vous voyez ou de quelques jours, vous voyez que le nombre d'éléments incorporés est beaucoup plus grand, c'est-à-dire que ça se pète en permanence. Et puis, vous avez aussi des éléments qui modifient le génome de façon permanente, qui sont ce qu'on appelle les rétrotranspositions, c'est-à-dire que vous avez énormément d'éléments transposables qui quittent le génome, qui remontent dans le génome, et qui vont modifier les séquences, soit au niveau des séquences codantes, je vous le rappelle, 2% du génome seulement, soit au niveau des séquences régulatrices, je vous le rappelle, 98% du génome. N'oubliez jamais que l'essentiel de notre génome est ce que les gens appelaient dans le temps le DNA poubelle, qui n'est pas du tout du DNA poubelle, qui est le DNA extraordinairement important, qui décide où, quand et à quelle quantité un produit de gène est synthétisé dans l'organisme. Donc, et ça se produit tout au long de la vie, bien entendu, ce qui fait que ces cellules sont totipotentes, mais que toutes les cellules sont quand même différentes, et j'y reviendrai à la fin du cours, si j'arrive à la fin du cours. Donc, avant de revenir à ces problèmes de marquage épigénétique, je voudrais rappeler que la plupart des expériences de reprogrammation qui ont donné naissance aux espoirs contemporains de médecine régénérative, ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine régénérative, trouvent leur origine dans cette question de l'altération irréversible ou non des génomes. En effet, seule une inaltération globale, compte tenu des petits coups de canif là, dans le contrat dont je viens de vous parler, peut donner l'espoir de rendre à une cellule différenciée la totipotence d'un œuf et donc d'être utilisée pour l'apparition de tout type de tissu.
Évidemment, c'est d'autant plus intéressant que si je prends la cellule chez le patient, je peux refaire un organe à partir de la cellule du patient et par conséquent éviter les questions qui sont des questions de rejet en particulier. Et puis les régions éthiques, évidemment, je ne vais pas aller prendre l'embryon, non, je vais prendre une cellule vieille. Vous allez voir, ça n'a pas que des avantages. Mais ça, c'est une autre affaire, on y arrivera. Alors, si je reprends maintenant le schéma de Waddington, on peut donc placer les différents niveaux de totipotence. Tout en haut, là, je suis quasiment l'œuf, puis j'ai ma cellule souche qui prolifère, là, donc elle est pluripotente. Et puis, je vais descendre des vallées. Alors, c'est ce qu'on appelle le paysage épigénétique de Waddington. On l'appelle épigénétique parce que c'est le même génome. Donc, au fond, c'est le génome d'un individu. Mais mes cellules, au moment où elles dévalent, par exemple pour faire du tissu osseux, là pour faire du nerf, là vont emprunter différentes vallées. Et en général, elles descendent toujours dans les mêmes vallées. C'est ce qu'on appelle la robustesse du développement. C'est-à-dire que le développement est très robuste, c'est-à-dire que mes cellules, au fur et à mesure qu'elles dévalent la montagne, en prennent les mêmes vallées. C'est-à-dire qu'à partir d'un poulet, je vais toujours faire quelque chose qui ressemble à un poulet. À partir d'une souris, je vais toujours faire quelque chose qui ressemble à une souris, et d'un homme, quelque chose qui ressemble à un homme. Ça, c'est ce qu'on appelle la robustesse. Et je vous rappelle que l'année dernière, on a discuté, non, il y a 2 ans en fait, on a discuté la question de la robustesse. Et je vous ai montré que si on touchait à la robustesse, par exemple en inactivant des molécules qui sont responsables du contrôle du caractère robuste du développement, c'est très important que le développement soit robuste, parce que vous prenez un œuf, c'est une cellule, et vous faites un organisme qui a des milliards de cellules, et au bout du compte, c'est quand même la même forme. Donc ça, c'est presque un miracle, quand on pense à tout ce qu'il faut passer d'une cellule à un individu, en migration, en mort, en différenciation, en tout ce que vous voudrez. Donc le phénomène est extrêmement robuste, et cette robustesse est assurée par des protéines qui assurent la robustesse. Et vous voyez ce qui se passe si on modifie l'activité d'une protéine qu'on appelle ici une heat shock protéine, 90, eh bien, là, je vais avoir une mouche, je vais avoir une drôle de tête. Vous n'avez jamais vu une mouche réellement, mais enfin de si près. Donc là, c'est un œil normal de mouche. Voilà que cette mouche-là, elle a un œil qui est vraiment mal foutu parce qu'on lui a un petit peu retiré la robustesse. Et puis aussi, vous avez ici une antenne supplémentaire. Ça, c'est l'antenne normale, c'est une antenne supplémentaire. Et chez le poisson, c'est pareil. Vous voyez, ce poisson, ça, c'est un œil quasi normal. Je ne pense même pas qu'il soit tout à fait normal. Et de l'autre côté, vous avez un œil beaucoup plus petit. Il n'y a pas de modification génétique, là. Ce que vous avez modifié, c'est la robustesse du développement parce que vous avez été inhibé une protéine qui s'appelle HSP90 qui est impliquée dans le contrôle de la robustesse. Donc, si je modifie la robustesse du développement, je vais avoir des développements de type catastrophique. Dans la plupart des cas, bien entendu, il peut y avoir des inventions tout à fait miraculeuses et merveilleuses, mais c'est relativement rare. Et ça, c'est vrai pour les vallées, ce que j'appellerais les vallées principales. D'accord ? Dans les vallées secondaires, j'arrive ici, supposez ici que je sois dans mon cortex frontal. Le cortex continue de se développer tout au long de la vie. C'est une chose sur laquelle on reviendra, c'est-à-dire qu'il y a de la morphogénèse dans le système nerveux tout au long de la vie. Donc il y a ensuite d'autres petites vallées que j'ai dessinées ici, vous voyez, qui sont ça, c'est l'épigénèse chez l'adulte, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir de là, et je vais pouvoir emprunter, si je prends 2 individus qui sont génétiquement identiques, ils ne vont pas avoir la même forme de cerveau, en particulier au niveau des contacts synaptiques, de la forme des circuits, parce qu'en fonction de leur développement, de la vie qu'ils vont avoir, des enseignements qu'ils vont tirer de cette vie, de toutes sortes de choses, ils ne vont pas emprunter les mêmes vallées. Ça, c'est une épigénèse qui est extrêmement importante, parce que c'est une épigénèse qui est la base de ce qu'on appelle l'individuation. Et sur laquelle, de nouveau, je pense que j'espère, le temps de discuter avec vous cette année. Donc, ces variations-là sont très très fortes dans ce qu'on appelle l'épigénèse tardive et dans ce que je viens de vous révéler s'appelait l'individuation et qui, évidemment, est quelque chose qui se poursuit, évidemment. Oui, enfin, tout le monde ne le sait pas. Il y a des gens qui se prennent pour des machines, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, qui se poursuit tout au long de l'existence et qui fait que notre cerveau, essentiellement lui, mais pas seulement lui, mais essentiellement lui, répond de façon physiologique et morphologique à l'environnement. Donc, je m'attarderai sur cette question quand je vous parlerai de ce qu'on appelle l'adaptation épigénétique, encore une fois de plus, plasticité et individuation. Donc, il faut comprendre en fait ce que ces localisations dont je viens de vous parler veulent dire. En fait,
pour tout type cellulaire, il y a deux informations principales. D'accord. Localisation, je veux dire là, 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 là ou là. Là, c'est plus mauvais. C'est quand on tombe dans le trou. Mais bon, il faut y tomber, parce que si on perd, comme je disais, 80 kg de cellules par an, il faut bien qu'on en gagne 80, mais il faut les perdre, sinon c'est catastrophique. Donc il faut aussi tomber dans le trou. Donc pas d'un coup, c'est tout, quoi. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux questions pour une cellule. Une cellule doit se poser deux questions. Premièrement, qui suis-je? Je suis un fibroblast, je suis un astrocyte, je suis un neurone, je suis un muscle. Où suis-je? Est-ce que je suis un fibroblast de pied? Est-ce que je suis un fibroblast de poumon? Est-ce que je suis un neurone du cervelet? Est-ce que je suis un neurone du cortex? Est-ce que je suis un neurone de la substance noire? Donc, et ce n'est pas la même question. Ce sont deux questions très différentes. Hein. Donc, par exemple, il y a très longtemps, tout le monde pensait qu'un fibroblast, c'est un fibroblast, quoi. Un astrocyte, c'est un astrocyte. Et les gens ne réalisaient pas que la position dans le corps ou dans le cerveau de cette cellule est un facteur fondamental de sa physiologie. Donc, pour les astrocytes, il y a maintenant plus de 20 ans que dans le laboratoire de Jacques Glowacki, ici même, nous avions démontré que leur localisation dans le cerveau est un élément important des propriétés physiologiques des astrocytes. Mais il en est de même pour les fibroblastes, qui sont encore des cellules plus bêtes, si j'ose dire, que les astrocytes. Et je vais prendre de nouveau une diapositive que je vous ai expliquée l'année dernière. Voilà, ici, un individu. Donc là, par les flèches, j'ai montré les organes axiaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 chez Sapiens, qui sont définis dans leur forme et leur morphologie, par l'expression de gènes qu'on appelle des complexes OX. Donc je ne reviens pas sur cette affaire. Simplement pour vous dire que si je peux prendre un fibroblast ici de pied, hein, il y a un fibroblast dans le poumon. Et pour tout le monde, ça va être un fibroblast. Et je peux regarder, par ce qu'on appelle des techniques de microarray, de génomique fonctionnelle, les gènes qui sont exprimés dans ces fibroblastes qui viennent de deux endroits. Et tout de suite, on va constater que ces gènes ne sont pas entièrement identiques. Hein. Et en particulier que les gènes de position ne sont pas identiques. Alors voilà ici un complexe OX, c'est le complexe OX, je ne sais plus lequel, c'est un OXA, c'est pas grave. Bon, toujours est-il que, voici ici les différents complexes, vous voyez que dans les différents types de fibroblastes, ce ne sont pas les mêmes gènes, des mêmes complexes qui sont exprimés fortement ou faiblement dans ce qui reste malgré tout le même type cellulaire, le fibroblast, la cellule la plus bête du corps humain. Hein. Donc c'est-à-dire que même si ils sont des gènes importants, je vais vous dire pourquoi, ce sont des gènes très importants. Donc si vous êtes dans une région ou dans une autre, même si vous êtes un type cellulaire donné, c'est pas quelque chose d'insignifiant. Et vous allez voir que ça peut avoir des conséquences importantes. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis... qu'est-ce qui fait la différence au niveau positionnel? Eh bien, c'est le fait que je suis actif, je ne suis pas. Alors, actif, ça veut dire, et je rentre un tout petit peu ici dans les détails, mais pas trop, parce que de nouveau, c'est des choses dont on a parlé l'année dernière. Voici ici, par exemple, un fibroblast de poumon, et voici un fibroblast de pied. D'accord? Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, il y a une histone qui est une histone méthylée sur la lysine 27, c'est-à-dire un gène qui est silencieux. Et vous voyez très bien que le gène est silencieux quand cette histone est méthylée. Vous voyez ici le haut niveau de méthylation de l'histone dans cette région. Et tout de suite, vous voyez l'ARNA polymérase qui n'est pas trouvé sur le chromosome, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces gènes ici, dans le pied, ne sont pas exprimés. C'est-à-dire que de A7 à A1, les gènes de complexe OX ne sont pas exprimés. Par contre, ici, je perds mes méthylations. Et vous voyez ici, tout d'un coup, que mes gènes sont exprimés, la polymérase est là, il y a de l'ARN qui est transcrit, etc. Et c'est le contraire dans le fibroblast de poumon. J'ai l'image inverse. Ici, c'est ceux-là qui sont silencieux et ce sont ceux-là qui sont exprimés. Et comme ce sont des facteurs de transcription qui vont réguler l'expression d'autres gènes, hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas des facteurs tout à fait innocents, c'est-à-dire que c'est eux qui régulent l'expression de beaucoup d'autres gènes, eh bien, cette position va avoir une conséquence très importante sur le patron d'expression génétique de mes fibroblastes, même si ce sont malgré tout que des fibroblastes, c'est-à-dire franchement pas grand-chose. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le statut épigénétique de la chromatine. C'est-à-dire qu'une chromatine peut être active ou silencieuse, et cette activation ou ce silence est lié à deux facteurs principaux. Le premier, c'est la méthylation de CpG sur les chromosomes, c'est-à-dire que vous avez des séquences C et G qui peuvent ou ne pas être méthylées. Si elles sont méthylées,
ça va amener au niveau des méthylations des groupes qui vont aller réprimer l'expression de la chromatine, c'est-à-dire que vous allez rendre le gène silencieux. Et puis, si elles ne sont pas méthylées, la chromatine a plus de chances, tout ça est probabiliste, d'être active. Et puis, en dehors de ça, il y a le niveau de méthylation ou d'acétylation des histones, c'est-à-dire de protéines qui habillent l'ADN et qui constituent avec l'ADN ce qu'on appelle la chromatine. Parce que l'ADN nu, c'est quasiment aussi bête qu'un cerveau sans corps ou dans un bocal. C'est à peu près la même chose. Donc, vous voyez que ce sont des affaires qui vont nous occuper cette année un petit peu, qui nous occupaient l'année dernière, mais je ne pourrais pas ne pas y revenir, même si c'est un tout petit peu complexe. Donc, je reviens de nouveau à mon affaire waddingtonienne, et de façon un tout petit peu maniaque, hein, mais c'est important parce que on en a parlé l'année dernière, mais Waddington a été extraordinairement ignoré à cause du poids qu'il mettait sur l'épigénétique. C'est-à-dire qu'il était soupçonné d'être un petit peu lamarckien, je crois, hein, ce qui n'est pas bon en biologie. Mais on y revient un petit peu. Donc, je reviens à cette histoire de Waddington pour vous demander de réaliser qu'il est beaucoup trop simple, ce schéma, maintenant, parce que, en fait, ce schéma doit être mis au carré, si j'ose dire, dans la mesure où il faut tenir compte non seulement de l'information de lignage. Lignage, ça veut dire qu'est-ce que je suis, est-ce que je suis un fibroblaste, est-ce que je suis un neurone, est-ce que je suis un muscle, mais aussi l'information position, est-ce que je suis un neurone de tel endroit, un muscle de tel endroit, etc. Donc, ce sont deux paysages épigénétiques qu'il faut croiser pour comprendre à peu près ce que c'est qu'une cellule. C'est-à-dire que ce schéma est effectivement un peu court. Hein. C'est aussi un schéma qui a l'inconvénient de suggérer une temporalité et l'existence d'un état adulte. C'est-à-dire qu'en fait, nous, qui sommes plus ou moins adultes, je crois, nous serions tous déjà au fond du trou, d'ailleurs au fond des vallées. Donc en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que ça voudrait dire qu'au fur et à mesure qu'on se développe, on dévale la vallée, qu'on arrive en bas, et que là, on serait dans un état thermodynamiquement stable. C'est pas du tout l'affaire. Il n'en est rien, car il sert de maintenir ces informations chez l'adulte, au cours de la division cellulaire. C'est-à-dire que vos cellules se divisent, et cette information doit se maintenir au cours des divisions. Ça, c'était aussi une des choses qui est difficile de comprendre. C'est un fibroblaste de poumon va donner 2 fibroblastes de poumon. Hein. Un fibroblaste de pied va donner 2 fibroblastes de pied. Et donc, il faut que les 2 fibroblastes qui se divisent sachent qu'ils sont des fibroblastes de pied ou de poumon. C'est-à-dire qu'il y a une hérédité de l'information épigénétique qui va passer au cours des divisions et qui demande un mécanisme intéressant. C'est-à-dire qu'au moment où mon brin se sépare et va donner 2 brins enfants, il faut que le brin enfant soit marqué en fonction de ce qu'il y a sur les brins parentaux. C'est-à-dire que le marquage épigénétique se fait au fur et à mesure que s'engage la prolifération cellulaire, c'est-à-dire la formation de 2 chromosomes à partir d'un seul. Donc, c'est quelque chose où on ne peut pas se permettre d'avoir trop d'erreurs, de nouveau, et c'est quelque chose qui se produit tout au long de l'existence pour les cellules qui prolifèrent tout au long de l'existence. Alors, c'est vrai qu'il y a des cellules qui ne prolifèrent pas tout au long de l'existence. En particulier, énormément de nos neurones sont aussi vieux que nous. Mais pour beaucoup d'autres cellules, nous avons une reformation des cellules au cours de la vie. Et même dans le cerveau, j'ai fait allusion, et il y a encore débat pour d'autres régions, au moins pour 2 régions du cerveau, nous renouvelons nos cellules au cours de l'existence. Donc, quand ces cellules souches se reconstruisent chez l'adulte, il faut aussi, c'est comme si je remontais jusque-là, ou jusque-là, ou jusque-là, et que je redescendais, c'est-à-dire que tout au cours de la vie, j'ai cette espèce de cascade. C'est plus une bille qui descend et qui s'arrête en bas, mais c'est comme une cascade qui, en permanence, si vous voulez, dévale la vallée ou la montagne. C'est-à-dire que le processus de croissance, le processus embryologique, se poursuit pour beaucoup de nos organes tout au long de l'existence. Et en fait, beaucoup de nos pathologies sont liées justement à des erreurs dans ce processus embryonnaire chez l'adulte. Donc aujourd'hui, il faut regarder un certain nombre de pathologies comme des erreurs dans le développement adulte. Et en particulier, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Bon, pour le cancer, c'est évident. Hein. Vous avez des proliférations cellulaires et puis tout d'un coup, vos cellules oublient de mourir.
Et alors là, vous en avez trop. Ou bien elles oublient de s'arrêter de se diviser quand il faut, et alors là, vous en avez trop. Ou bien elles ne se différencient pas comme il faut, et alors vous n'avez pas celle qu'il faut. Mais pour d'autres maladies, il y a probablement quelque chose de cet ordre-là, et en particulier des maladies à d'étiologie encore très inconnue ou très mal comprises, en particulier des maladies de type psychiatrique ou neurologique, sur lesquelles je reviendrai, qui sont probablement, elles aussi, pas au niveau de la prolifération cette fois-ci, mais à d'autres niveaux, des maladies du développement chez l'adulte, ou alors chez le très jeune adulte, 14-15 ans. J'y reviendrai au cours de ce cours. C'est une chose qui commence à nous intéresser dans notre laboratoire. Donc, si, ici, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la peau. Vous savez que vous avez remarqué que quand vous regardez votre main, vous avez une partie où il y a des poils sur le dessus et des ongles. Vous avez une partie où vous n'avez pas de poils et pas d'ongles dans la main, enfin, la plupart d'entre nous. Et par contre, quand vous suez, c'est plutôt sur le dessous que sur le dessus. Vous avez remarqué ça, que quand on vous serre la main, des fois, on n'a pas envie. Bon. Alors, vous voyez ici, par exemple, la peau, et là, c'est la partie dorsale, vous voyez les follicules pileux, et là, c'est la partie ventrale, vous voyez ici les glandes sudoripare. Et ce que vous voyez, c'est que la partie ventrale exprime un gène qu'on appelle NGREL1, et qui est un gène qui est responsable de la côté ventrale de la peau. Donc, au cours de la vie, quand j'ai les cellules qui crèvent, ici, il y a 4, paf, ça tombe dans le trou. J'en ai une autre qui vient combler le trou. Alors, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est une question intéressante. On en discutera pas ça. Mais quand elle vient combler le trou, il faut qu'elle exprime le bon gène, parce que je n'ai pas envie de faire une cellule avec un poil dans la main. C'est pas bon. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que je renouvelle ma peau chez l'adulte, il faut que je renouvelle la bonne peau, c'est-à-dire la peau ventrale ou la peau dorsale. Donc il faut que l'information de position reste chez l'adulte. Ici, vous avez un autre cas qui est un cas intéressant, c'est le cas de l'os. Et ici, vous avez un os plat, qui est une mandibule, dans lequel il n'y a pas les gènes OX, qui sont des gènes de développement, ne sont pas exprimés. Et dans les gènes longs, ici, qui est un tibia, les gènes OX sont exprimés. Donc en fait, je peux faire un trou dans une lésion dans mon os, dans celui-là, et je peux réparer soit avec un morceau d'os qu'on vient, c'est-à-dire que je peux mettre un morceau d'os plat, enfin un bourgeon d'os plat, cellule souche d'os plat dans l'os plat, long dans long, mais je peux aussi ne pas faire ce qu'il faut. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que si ici j'ai l'os plat, c'est-à-dire que je n'ai pas de gène OX, et que je vais mettre un petit greffon d'os allongé où j'ai des gènes OX, en fait, je ne vais jamais réparer. Même si c'est des ostéoblastes. Vous direz, c'est un ostéoblaste, ça devrait faire la réparation. Ça ne va pas faire la réparation, parce que ce n'est pas l'ostéoblaste qui vient de la bonne région. Le contraire, c'est un peu différent. C'est-à-dire que si je prends des cellules qui n'expriment pas l'OX et que je mets dans un os qui exprime les OX, ces cellules vont se mettre à exprimer les OX. Et ça, c'est un miracle. C'est un miracle pour lequel j'ai une explication, mais je ne vous la donnerai pas. Voilà. Vous n'avez qu'à venir l'année dernière. Donc, tout ça pour vous dire que la position, pour illustrer de nouveau que dans ces questions de cellules souches, la nature de la cellule est quelque chose de très important, mais que la position de la cellule, l'information de position de la cellule est aussi quelque chose qui est extraordinairement important. Donc, je ne sais plus où j'en suis, moi, dans cette histoire. Voilà. Donc, je vais revenir une fois de plus à la reprogrammation épigénétique. Et je vais encore vous parler de Waddington. Et je vais vous demander si on peut passer d'une vallée à l'autre. Voilà. Donc la question, maintenant je suis ici. Est-ce que je peux passer de cette vallée-là à cette vallée-là? Est-ce que je peux transformer un neurone en fibroblaste? Est-ce que je peux transformer un fibroblaste en neurone? Plus intéressant, vous croyez, mais ce n'est pas sûr. Et la réponse, évidemment, est oui. Elle est oui. Mais pour faire ça, il faut mieux que je remonte ici, que je redescende de ce côté-là. C'est comme si j'avais une barrière d'énergie entre les deux, là. C'est plus difficile. Donc, il n'y a pas de transformation spontanée, si vous voulez, du fibroblaste en neurone, ou du neurone en fibroblaste, mais je peux prendre un fibroblaste et transformer en neurone à condition de remonter au point de divergence et de redescendre de l'autre côté.
Et ça, c'est le principe même de ce qu'on appelle les inducible stem cells, pluripotent stem cells, les IPS, qui permettent, une technique qui permet de transformer une cellule en une cellule souche, pour ensuite reprendre la cellule souche et la faire redescendre de l'autre côté. C'est-à-dire que je peux prendre n'importe quel fibroblaste, vous allez voir, de la peau, et en faire un neurone, si je veux. Donc, alors ça, c'est excusez-moi. Donc pour recréer une cellule souche, je prends donc une cellule d'ordre n, et puis il faut que je crée une cellule souche, par exemple, d'ordre n-1, si je monte une seule vallée, d'ordre n-2, jusqu'à refaire une cellule totipotente, je vais monter jusqu'en haut. Si je remonte, c'est un peu comme au flipper, ça dépend de l'énergie qu'on met dans la machine. Et sur cette base, je peux évidemment revenir au début du cours pour vous rappeler que les expériences de reprogrammation qui visent à redonner de la totipotence étaient destinées à régler la question de comment se fait la différenciation. Est-ce qu'elle se fait par perte irréversible des caractères ou est-ce qu'elle se fait par régulation sélective de l'expression de sous-domaines du génome? Donc on a tranché pour la deuxième branche de l'alternative, celle proposée, comme vous savez, par De Vries, par Hugo De Vries. Donc c'est bien De Vries qui avait raison, et on a une idée assez précise, comme vous l'avez vu maintenant, du mécanisme épigénétique, c'est-à-dire la méthylation des CPG, méthylation acétylation des histones, recrutement de complexes répresseurs, en particulier polycombes. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ce sont des sélections qui s'opèrent au cours du développement. Alors, jusqu'à très récemment, les expériences de reprogrammation, que ce soit celles de King et Briggs ou celles de John Gurdon, voire celles qui sont à l'origine du clonage de Dolly, rappelez-vous quand même, et puis de toutes ces bestioles qu'on a clonées, les cochons, les chats, les chiens, bon, c'est un vrai zoo maintenant. Mais c'était fait de façon extrêmement empirique. On prenait un noyau de glande mammaire de brebis, on le mettait dans un cytoplasme d'œuf et nucléé de brebis, et puis une fois sur 300, hop, on faisait une brebis. Mais bon, voilà, on ne savait pas très bien comment. Donc ça démontrait quand même que c'était possible. Il peut le faire. Mais comment? Ça veut dire que l'œuf contenait tous les éléments dans son cytoplasme qui sont nécessaires pour transformer un noyau de cellules différencié en noyau de cellules totipotents, c'est-à-dire pour reprogrammer, pour rajeunir un génome, pour rajeunir un noyau. Et les choses ont pris un cours extraordinairement différent en 2006, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, quand l'équipe de Yamanaka, chez la souris, a montré qu'il suffisait de 4 gènes, seulement 4 gènes, peut-être même 3 en fait, et dans certains cas peut-être même 2, et dans certains cas extrêmes peut-être même 1, pour transformer. 1, c'est quand on prend une cellule souche neurale. Un seul gène, OCT4, suffit pour transformer une cellule souche neurale en cellule embryonnaire totipotente. D'accord? Bon, ce n'est pas si facile d'aller vous chercher une cellule souche neurale dans le cerveau. Donc, vous aurez plutôt envie de donner un fibroblaste, et quitte à être obligé de dépenser 4 gènes. Mais toujours est-il, et vous allez voir, c'est pas sûr. Vous allez voir, c'est pas sûr. Parce que, bon, je ne vais pas vous donner la fin quand même tout de suite, mais ces cellules souches, elles ne sont pas vraiment souches. Ça pose un petit problème. Mais ça, on le sait depuis le mois de septembre seulement. Donc ce qu'a montré Yamanaka et son laboratoire, alors il y a 2 façons. Vous prenez une cellule de mammifère adulte, et puis vous prenez l'œuf et vous l'injectez dans un oocyte nucléé, et à partir de ça, vous pouvez refaire un blastocyte et puis prendre les cellules et en faire des cellules souches totipotentes. Ça, c'est la façon classique de faire, jusqu'en 2006. Maintenant, vous prenez une cellule d'adulte et puis vous lui transfectez 4 gènes et vous faites une cellule souche totipotente. D'accord? Donc, ce cocktail, il est bien connu. Et ces 4 gènes s'appellent donc OCT4, SOX2, KLF4 et MYC. D'accord? Et donc, c'est lui qui va transformer les fibroblastes en cellules souches totipotentes. Alors, c'est avec un taux de succès qui est faible, 0,1%, disons. On peut l'augmenter en ajoutant des drogues qui vont modifier la fixation, par exemple l'acétylation des histones ou la méthylation des histones, ou la méthylation de l'ADN, par exemple. Je mettais du TSA, l'acide trichostatique, la trichostatina, pardon, ou bien si vous mettez de l'azacétidine, vous allez augmenter les taux de succès.
Mais c'est pas énorme. Hein. Enfin, quand même, après, on peut sélectionner et on récupère des cellules totipotentes qui permettent de refaire un embryon entier. Hein. Si je prends une de ces cellules totipotentes et que maintenant je la fais pousser, que je la réagrège avec des blastocytes et que je réimplante dans une souris, je peux faire des souris qui vont entièrement dériver de mes cellules souches, nouvellement formées à partir du fibroblast. Donc, elles sont vraiment totipotentes. La preuve, c'est qu'elles pourront refaire un embryon entier. Donc, c'est une affaire que nous avons longuement discutée l'année dernière. Je n'ai pas l'intention d'y revenir, sauf pour rappeler que cette programmation est évidemment épigénétique. Hein, elle ne peut pas être autrement. Et qu'elle consiste à remonter la pente de Waddington. C'est-à-dire que je remonte jusqu'en haut. Et au point que je n'ai plus ni marquage de lignage, hein, ni marquage régional. Donc à la question double, qui suis-je et où suis-je, il faudra répondre, tu es un œuf et tu n'es nulle part. Et c'est pour ça que ça peut redémarrer. Voilà. Et pourquoi ça? Parce qu'on a conservé, fibroblastes de pied ou de poumon, aucune mémoire épigénétique de nos origines. Enfin, c'est elle qui a gardé aucune mémoire épigénétique de ses origines. Et voilà ce que tout le monde pensait. Moi aussi d'ailleurs, quand le 16 septembre 2010, il y a 3 semaines, j'ai feuilleté Nature et j'ai sorti l'article de Kim et collègues dont le titre est Epigenetic Memory in Induced Pluripotent Stem Cell. Vous voyez qu'il est là qui se coupe comme un oxymoron, quoi. Je ne peux pas avoir une mémoire épigénétique dans une cellule souche, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et c'est même extraordinairement intéressant parce que si maintenant vous pouvez faire des cellules souches, soit à partir d'un blastocyte, hein, ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires à partir d'un zygote fécondé, d'un œuf fécondé, vous pouvez prendre des cellules souches faire des cellules souches à partir de cellules sanguines, prenez un lymphocyte, vous mettez les 4 facteurs et hop, ça fait une cellule souche. Et puis vous pouvez le faire à partir d'un fibroblaste. Et vous pouvez regarder ensuite, vous pouvez induire et puis essayer de faire un certain type cellulaire, soit faire du sang, soit par exemple faire de l'os, hein, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est une cellule souche par transfert nucléaire. C'est-à-dire qu'avec un fibroblaste, je peux faire de 2 façons. Je peux soit transfecter mes 4 gènes, soit faire un transfert nucléaire, prendre l'os de fibroblaste et le mettre dans une cellule embryonnaire. D'accord? Donc c'est les 2 types de façons de faire. Transfert nucléaire à la Kings et Briggs ou à la John Gurdon, ou bien la transfection à la Yamanaka. D'accord? Et ce que vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est flou, je ne sais pas si c'est moi qui suis flou, si c'est le... C'est peut-être les deux d'ailleurs. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que si je prends des cellules de fibroblastes, hein, eh bien, je vais faire très très peu de cellules de la lignée hématopoïétique. Hein, à partir de cellules qui sont soi-disant totipotentes. Hein, je suis bien clair. J'ai pris des cellules totipotentes, je les ai reprogrammées, j'en ai fait des cellules embryonnaires, mais quand je vais les faire redifférencier dans la lignée, alors que si je prends des cellules qui ont été faites par transfert nucléaire, ou des cellules qui viennent du sang, ou des cellules qui viennent directement, elles, de l'embryon, vous voyez que je ne vais pas avoir de mal à faire mes lignages hématopoïétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon fibroblaste, même s'il est totipotent, même s'il peut me refaire un embryon entier, il va être moins capable de me faire des cellules de sang que d'autres types cellulaires, en particulier, là c'est la manip inverse, hein, c'est-à-dire que les fibroblastes, ils vont me faire facilement du tissu osseux, mais ils ne vont pas me faire, ils vont me faire facilement du tissu mésenchymateux, donc ils ne vont pas me faire facilement du tissu sanguin. Donc ça veut dire qu'il y a une mémoire, même s'ils sont totipotents, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est je crois qu'ils ont cloné, ils ont fait une recherche sur... je crois, 4,6 millions de... Enfin bref, c'est quelque chose d'ahurissant. Laissez-moi de regarder ça. Voilà. Donc, ils ont été regarder tous les sites de méthylation. C'est-à-dire qu'ils ont regardé 4,6 millions de sites de méthylation sur les CPG dans les bestioles. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont regardé aussi les régions méthylées différemment entre les cellules souches venant de cellules de fibroblastes, venant de cellules d'os ou venant
de cellules générées par transfert, par partir du zygote ou par transfert de noyau. Et vous voyez ici qu'il y a d'énormément de différences, c'est-à-dire qu'on peut maintenant faire des clusters de régions méthylées différenciées de façon différente. Et ce que cela veut dire, c'est qu'ici, vous avez, je crois, les fibroblastes, si mon souvenir est exact, parce que je ne vois rien de là où je suis. Mais en fait, ce que vous voyez ici, c'est que les fibroblastes ont un patron de clusterisation très différent au niveau des régions méthylées, par exemple, que des cellules qui viennent du sang. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos cellules au beau et totipotentes, elles sont en fait pas totalement différentes. Elles sont totalement, enfin pas totalement, mais elles sont en partie différentes les unes des autres. Et bon, vous me direz, c'est pas très grave. Oui, bien sûr, c'est pas très grave. Rien n'est grave. Mais si vous envisagez de faire un sapiens à partir d'un fibroblaste, pour vous cloner vous-même, par exemple, ce que je ne vous recommande pas du tout, mais si ça vous tentait, sachez que partir d'un fibroblaste, c'est pas bon. Voilà. Donc, vous risquez de faire du dégât. Et ces animaux clonés à partir d'une cellule différenciée ne sont pas des animaux qui sont clonés comme si c'était cloné à partir d'un œuf. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est différent. Et c'est intéressant parce que, bien entendu, ce qui est le plus intéressant, c'est que ces cellules qui sont différentes peuvent quand même faire un individu. Donc, voilà. Donc, je vous laisse avec ça. Je ne vous laisse pas avec ça, mais pour l'instant, parce qu'on n'est pas tout à fait terminé. On a encore 10 minutes. Mais c'est un changement, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est un changement par rapport à la façon dont nous avons vu les choses au cours de l'année dernière, pour ceux d'entre vous qui étaient ici, bien entendu. Donc, il reste que, même si je ne vous recommande pas de vous cloner, à partir d'un fibroblaste en tout cas, encore ça pourrait être intéressant, ça pourrait faire un homme fibroblastique, on pourrait faire un homme neuronal, hein, pendant qu'on y est, mais je ne recommande pas non plus forcément. Donc, c'est quand même utile pour d'autres raisons, qui sont des raisons plus proches des pathologies, c'est-à-dire qu'en fait, qui peuvent nous permettre éventuellement de refaire du tissu nerveux, par exemple. Donc, vous voyez ici que bon, ça n'a pas traîné, hein, parce que le clonage, la démonstration qu'on peut refaire des cellules souches chez Sapiens a été faite en 2008, hein, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Et vous voyez que on est déjà, à partir soit des souris, c'était 2006. Mais à partir de ces cellules, eh bien, on peut déjà aller retransformer, par exemple ici, faire une conversion directe de fibroblastes en neurones fonctionnels, hein, à partir de quelques facteurs de différenciation qui ont été assez bien définis. C'est un article qui date, je ne sais pas vous dire, de 2009, je crois, un truc comme ça, c'est un article de Sudoff. On a les ingrédients pour faire un neurone dopaminergique à partir d'un neurone qui a été fait à partir d'un fibroblaste. Ça, ces neurones dopaminergiques, vous savez, ce sont ceux qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Et puis, on peut faire aussi des motoneurones. Voilà, ici, si vous voulez vous faire un motoneurone chez vous, là, la recette, je pourrais vous la communiquer par Internet, si vous voulez. Ça, c'est pour faire des motoneurones. Mais ce n'est pas évidemment pour vous les greffer, enfin, pas tout de suite. Ça a un intérêt parce que c'est un intérêt d'étude, si vous voulez, pour l'essentiel. D'abord, il y a différents types de choses intéressantes là-dedans. Donc, d'abord, ça trace un lien, que je crois très important, entre les études de biologie du développement, dont c'est le but de savoir comment, avec un œuf, on fait un neurone. C'est ça, le développement. Hein. Ça a un intérêt parce que ça trace un lien entre ces travaux de biologie du développement et évidemment les travaux de fabrication de tissus pour la réparation. Donc, mais fabriquer un neurone ne suffit pas. Il ne suffit pas de faire un neurone. Encore faut-il faire le neurone qui a été placé en bonne position. Hein, c'est-à-dire que faut que je fasse, si je veux faire réparer un neurone moteur, eh bien, il faut que je fasse un neurone moteur. Un neurone moteur, ce n'est pas un interneurone GABAergique. Un neurone moteur, ce n'est pas un neurone dopaminergique. C'est un neurone qui est dans une certaine région dans les racines ventrales de la moelle. Racines ventrales pour les quadrupèdes. Racines antérieures pour les bipèdes. Donc, comme nous. Donc, ça, et en plus, il faut que ce neurone qui est là pousse ses axones. Ce n'est pas tout d'avoir un corps cellulaire, il faut que les axones poussent, il faut qu'ils s'insèrent dans un circuit physiologique. Ça, c'est une question qui est extrêmement importante, de comment ça se met dans notre physiologique. Et si ça répond à une question qui n'est pas résolue, hein, que j'espère aborder cette année, si je ne me perds pas en route, qui est celle de la régénération dans un tissu adulte. Hein. Par exemple, sur une section accidentelle de la moelle épinière,
qu'est-ce qui se passe? Je peux toujours mettre des neurones embryonnaires, même si je les ai fabriqués à partir de l'animal qui a été lésé. Encore faut-il que ça repousse. Alors évidemment, j'ai un neurone jeune qui est vigoureux, enfin, même si c'était fait à partir d'un fibroblaste, il est un peu bancal, mais bon, il est quand même jeune et vigoureux. Mais il est dans un tissu qui n'est pas jeune et qui n'est pas vigoureux. C'est-à-dire qu'autour, il y a des cicatrices gliales, il y a des trucs, ça ne va pas du tout. Puis il faut faire du chemin. D'aller de là à là, c'est quand même 1 mètre. Hein. Si votre neurone est à la taille d'un ballon de football au Parc des Princes, l'axone, lui, il est à Poitiers. Donc il y a du chemin à faire pour y arriver. Il ne faut pas se gourer de chemin non plus, déjà. Donc tout ça est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Et donc c'est des choses qu'il faudra faire, mais en même temps il faut comprendre comment on peut rendre l'environnement de nouveau permissif pour la croissance axonale, comment on peut aider un axone à retrouver le bon chemin, la bonne cible, comment on peut tout de même être innervé par les neurones qu'il faut. Vous voyez ici par exemple, voilà un neurone dopaminergique, ce qui dégénère dans la maladie de Parkinson. Vous pouvez toujours greffer des neurones dopaminergiques, on sait les faire. C'est finalement relativement facile de faire un neurone dopaminergique. On peut, à partir d'un fibroblaste, ce n'est pas démentiel, mais maintenant il faut que l'axone aille jusqu'au striatum, il faut qu'il soit énervé par les fibres, et puis il y a gémique 2, mais enfin il y en a beaucoup plus que ça, comme vous le savez. Et pour les motoneurones, c'est pareil, voilà mon motoneurone qui est au Parc des Princes, voilà ici son axone qui est à Poitiers, il faut qu'il y aille, et puis lui-même il est énervé par des neurones sensoriels, et il est énervé aussi par des neurones qui viennent du cortex, les neurones cortico-spinaux. Tout ça, c'est pas de la blague, c'est pas pour demain. Voilà, c'est un petit peu le signal. Alors, évidemment, il y a d'autres problèmes encore plus graves que celui-là, Supposez que je sois capable, que j'ai une maladie de Parkinson, par exemple, que je sois capable de refaire des neurones dopaminergiques et que je vais les implanter pour aller réparer les neurones qui étaient fatigués. Et qu'est-ce qui me garantit que les nouveaux neurones ne vont pas être fatigués à leur tour? Ils sont sains. Et puis même s'ils étaient malades, vous les avez réparés. Puisque vous êtes capable de prendre une cellule, de changer le gène ou de réparer le gène, et ensuite vous avez un neurone qui vient du fibroblaste de malade, il avait une mutation, vous avez réparé la mutation, donc vous êtes entièrement neuf, et vous remettez un neurone tout neuf, sans mutation, là où il faut, etc. Formidable. Mais ce n'est pas si formidable que ça, finalement. Parce que vous voyez ici une expérience qui était faite par un collègue à nous qu'on connaissait bien avec Jacques, qui est venu au laboratoire il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Patrick Brindin. Et ils font des greffes de neurones embryonnaires dopaminergiques dans des gens qui ont une maladie de Parkinson. Et c'est des neurones qui étaient entièrement sains quand on les a mis. Au bout de 11 ans, vous direz 11 ans, c'est toujours ça de gagner, je suis d'accord, surtout à un certain âge. Mais au bout de 11 ans, quand ils ont fait les coupes dans le cerveau du patient qui était mort entre-temps, eh bien, ils ont vu que les neurones nouveaux avaient des corps d'inclusion qu'on appelle des corps de Lewy, qui sont la marque de la maladie de Parkinson. Et d'où l'idée qu'en fait, la maladie de Parkinson peut être aussi une maladie de type protéine infectieuse, une maladie de type maladie à prion, en l'occurrence, et qu'il n'est pas du tout impossible que l'alpha-synucléine, qui est une des molécules qui induit la formation des corps de Lewy, c'est-à-dire ces agrégats de protéines qui sont la marque d'énormément de maladies neurodégénératives, eh bien, peut aller rendre malade une cellule saine. Donc vous avez beau avoir réparé votre cellule, tout va bien, vous avez un truc tout neuf, ça roule, vous avez fait les connexions et tout, mais et bien quand même, peut-être que 10 ans plus tard, votre cellule va être contaminée par les cellules d'à côté. Bon. C'est vrai que 10 ans, c'est déjà beau pour ce genre de maladie, il ne faut pas cracher dessus, à condition de ne pas être passé par 10 ans de salle d'opération avant. Ça, c'est une autre affaire, je veux dire, il faut choisir, quoi. Donc, même avec tout ça, je pense que ces IPS sont des choses extrêmement intéressantes et ces neurones qu'on va faire pour 2 autres raisons. La première, c'est qu'elles permettent d'étudier la maladie. C'est-à-dire que vous allez prendre le fibroblaste de quelqu'un qui a une maladie X, vous allez en faire un neurone et vous aurez donc le modèle de cette personne même, de sa propre maladie. Si vous faites un neurone dopaminergique, par exemple, vous avez quelqu'un qui a une maladie génétique, Parkinson, ou une dégénérescence des motoneurones, vous allez pouvoir avoir vraiment le modèle, le bon modèle. Enfin, à une condition, c'est que in vivo, bon, il faut quand même 60 ans pour faire un vieillard. Je me compte dedans, hein, donc voilà. In vitro, vous n'allez pas garder vos cellules pendant 60 ans, parce que bon, ce ne serait pas la peine. Donc il faut accélérer le vieillissement in vitro. Donc ça déjà, c'est un truc difficile.
prendre les neurones in vitro et les amener au degré de vieillissement, parce que même si vous avez une mutation dans par exemple une maladie de type génétique, même monogénique comme le Huntington, la maladie ne va apparaître que vers 40-45 ans, même si la mutation est là à la naissance. Donc c'est aussi une maladie qui est une maladie du vieillissement malgré tout, même si elle est génétique. Elle est quand même une maladie du vieillissement. Donc si vous voulez modéliser ça, il faut quand même faire vieillir le système. Donc, et puis de faire vieillir, bon, ça veut dire qu'on introduit des variables dans l'affaire qui ne sont pas des variables forcément contrôlées. Hein. Bon, on peut vraiment les exposer aux oxydants, tout ce que vous voulez, mais bon, ça reste quand même. Et puis l'autre chose, c'est qu'une cellule, elle n'est pas isolée dans un pot, c'est-à-dire qu'in vivo, elle est au contact avec les astrocytes, le sang, le machin, le truc. Donc il faut reconstruire, vous savez, une sorte d'environnement qui est un environnement de l'organisme. Et donc, alors on peut faire des souris humanisées, balancer ça. C'est pas aussi simple qu'on veut le croire. Donc ça, c'est une des utilisations de ces cellules, c'est quand même ça. Et je pense que c'est pas pour être pessimiste, c'est simplement pour montrer les limites quand même de ce qu'on peut vendre. Et l'autre chose, c'est le criblage de médicaments. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ces cellules pour aller cribler des banques de médicaments qui vont réparer la cellule. Par exemple, si vous avez un défaut de splice dans une cellule d'épissage alternatif qui fait que votre cellule va être malade, vous pouvez tester des stratégies qui vont aller restituer un splice correct. Donc, c'est aussi des outils de criblage pour l'industrie pharmaceutique qui sont des outils évidemment extraordinairement intéressants de ce point de vue. Donc, vous voyez que... pour terminer, c'est-à-dire que ces IPS soulèvent de grands espoirs, bien entendu. L'IPS, c'est des cellules souches pluripotentes induites, et qu'il faut évidemment continuer les études qui peuvent les faire entrer un jour dans l'arsenal thérapeutique. Il ne s'agit pas de clonage, évidemment, reproductif, encore que bon. Mais en parallèlement, il faut continuer d'étudier, si vous voulez, la régénération in vivo, et cette année, je vais vous proposer 2 pistes essentielles. La première, c'est de s'interroger sur les mécanismes et les fonctions de la neurogénèse adulte. En ayant en arrière-plan, je vous l'ai déjà laissé apparaître, que nombre de pathologies pourraient trouver leur origine dans un dérèglement de cette neurogénèse adulte. En particulier, on parlera de schizophrénie et de dépression. Et une deuxième piste sera de s'interroger sur la plasticité des cellules nerveuses en place, donc sur ce qu'on a appelé les périodes critiques de leur insertion dans les circuits neuronaux, avec l'idée qui est derrière, c'est de nouveau qu'il s'agit d'un processus fondamental dans l'étiologie de pathologies encore très mystérieuses, en particulier comme l'autisme ou la schizophrénie, mais aussi avec l'idée beaucoup plus prosaïque, d'une certaine façon, qu'il est peut-être possible de rouvrir ces périodes de plasticité et de redonner aux cellules endogènes ou exogènes, celles qu'on aurait implantées, jeunes et vigoureuses, l'avantage d'un environnement permissif pour la réparation et peut-être même pour l'augmentation. Il ne s'agit pas uniquement de réparer, on peut aussi augmenter les capacités intellectuelles de Sapiens. On est déjà très haut, mais bon, qui sait, on peut aller peut-être un peu plus haut. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions.